Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on est en direct présentement, donc pour cette 18e édition de cette balado SFTV, édition du 21 octobre 2020. Comme d'habitude, mon nom est Olivier Turcotte à ma compagnie, bien le quatuor habituel, soit Luc Carbonneau, Pierre-Luc Dallaire et Éric Drapeau. Toujours présent, toujours prêt. Ça va, messieurs? Ça va, Comme d'habitude, ça va ça va très bien, bien. ça va T'es-tu bien sûr, aller. t'es-tu Hein? sûr qu'on est en direct, là? Ça a l'air de ça, on est supposé, là. Ah, désolé. Mais oui, ça va bien. C'était-tu une perche lancée vers quelqu'un, ça? Ben, envers quelqu'un qui a dit qu'il s'est demandé si on est en direct quand il y a Ah, pas qui d'accord. contrôle le Ben tout. oui. Ouais. On va aller vérifier. Je vois la notification sur Discord. Donc oui, on est en direct, mon cher Luc. Oui, très content d'être présent. Et comme vous voyez, les sujets sont à la gauche. Donc on va parler rapidement du Petit Le Mans qui s'est déroulé la semaine dernière. Malheureusement, on n'en a pas parlé lors de la précédente balado. Mais on va faire un petit tour, voir ce qui s'est passé. Ça reste quand même le premier événement d'endurance depuis un petit moment du côté de l'IMSA. Donc tout de même intéressant d'aller voir ce qu'il se passe du côté de la série nord-américaine. Deuxièmement, et ça va être ça va être du lourd, je pense, messieurs. On va parler de Formule 1. Et il y a eu de très gros développements dans les dernières semaines. Donc, on va en discuter, évidemment. Et pour terminer, évidemment, on va parler de nos séries de sim racing la semaine dernière et ce qui s'en vient cette semaine. Soit du côté de la série NASCAR Cup Autodrome Chazet Valley Jonction. EGD4 Sprint, qui a eu une course de 2 heures la semaine dernière, première endurance de la saison. Et c'est qu'on va donc faire un petit détour du côté euh, du GTCQ, donc GT Championnat Québec, qui sera cette semaine du côté d'Autopolis. Mais tout d'abord, parlons du Petit Le Mans. Et Luc, je vais te donner la parole là-dessus. C'est quand même toi qui s'y connais le plus en endurance ici. Je sais que t'as plus ou moins suivi par contre la semaine passée. Il reste qu'on a eu une semaine assez chargée. Mais Petit Le Mans, ça reste un classique au sein de la série nord-américaine. C'est un classique de course d'endurance en Amérique du Nord. Personnellement, c'est un tracé que je déteste et je comprends pas pourquoi on roule encore dessus. Mais ceci étant dit, c'est une épreuve à laquelle on ne peut éviter, on ne peut la contourner. Donc à Road Atlanta, c'est un circuit qui n'est pas compliqué. DS, deux droites, puis une longue ligne droite. Une ligne droite, puis une ligne droite à la ligne des puits. Je viens de résumer le circuit. C'est pas plus compliqué que ça. Et on sait bien entendu qu'au niveau de, de la course d'endurance, vous savez qu'il y a Penske, il y a un côté un peu plus Chip Ganassi, même si officiellement, on ne porte plus le nom de Chip Ganassi comme ça avait été le cas là, à une certaine période là, dans la dernière décennie dans la série IMSA. Mais c'est encore une fois une écurie composée, on va se dire, de pilotes de chez Chips Ganassi, alias Ryan Briscoe et Scott Dixon, qui ont eu le dernier mot sur les deux écuries Penske. Trio là, qui était complété par Zande Rangevander. Donc, Ali, si je me trompe, tu me corrigeras parce que toi, les Renger noms. van der Zande. Regar van der Zande, qui a donc complété ce trio de Ryan Briscoe et Scott Dixon. Les deux écuries Penske ont complété le podium, là, notamment avec Rose Taylor, qu'on voit depuis plusieurs années. Je vais me garder une petite gêne, mais au moins un bon 12 ans minimum en course d'endurance en Amérique du Nord, avec Alexander Rossi et Léo Castroneves. De l'autre côté, Jean-Paul a fini au troisième rang. Jean-Paul Montois! Ben oui, Pas Jean-Paul Montois. Ben oui, Jean-Paul Montois. Ici, on parle bien entendu de Juan Pablo Montoya avec Simon Pajot et Dave Cameron. Et pour ceux qui se le demandaient au niveau du GT, c'est Fred Makowiecki, Matt Campbell et Nick Tandy qui ont terminé là, sur la plus haute marche du podium devant le frère de l'autre, Jordan Taylor, Nicky Katzberg et Antonio Garcia. Eh bien oui, c'est une Porsche qui l'a emporté en tourisme le Mans. D'ailleurs, tu parlais de Scott Dixon. Cette année, il gagne tout, si ouais. Stan, on C'est- peut. Sérieusement, je pense qu'il va gagner le prochain Grand Prix à partie Mario si ça continue de même. C'est n'importe quoi. Là. C'est ça qui va arriver parce que vraiment, là, il connaît une saison en général exceptionnelle, là, puis sur toutes les sphères automobiles, là, donc tu sais, j'ai pas écouté la course là, du Mini Le Mans, là, malheureusement. D'ailleurs, Mais Ben, tu sais, on parle de Scott Dixon. Là. Est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est 4 championnats de IndyCar? pas besoin de préciser, mais C'est oui, c'est ça. plusieurs fois 500 000 d'Indianapolis. sans compter les fois qu'il a fini deuxième aussi.
au classement. Plusieurs fois. Une fois, oui, effectivement. Là-dessus, je suis Mais totalement d'accord. plusieurs troisième positions, mais je m'excuse. Mais il a passé proche à plusieurs reprises. Là. Tout à fait. Tu sais, petit palmarès de Scott Dixon. Petit. Tout petit. D'ailleurs, parlant N'a pas de. Si on revient au petit Lemay, je vais te Ouais. donner la parole dans quelques instants, Luc. L'écart entre les deux équipes qui ont fini premier et deuxième, veux-tu savoir? 429 millièmes après 10 heures de course. Ouais, mais en Amérique du Nord, on va se dire, c'est vraiment très facile. Ben, pas facile, mais on a le droit souvent à des fins de course qui sont extrêmement serrées lors des courses d'endurance, que ce soit à Sebring ou à Daytona ou même encore à Road Atlanta. C'est les grands écarts qu'on peut voir parfois lors des endurances en Europe sont un petit peu moins existants. Il faut dire que les séries sont un petit peu plus nivelées là, en termes de performance aussi entre les véhicules. Donc, sans trop de surprises, là, c'est pas surprenant d'avoir encore une fois un écart très serré, mais à moins d'une seconde, là, tu dis qu'il n'en manquait pas grand-chose, tu peux regarder tes mécaniciens et dire Hey, si vous aviez été plus rapide sur un changement de pneu, c'est nous autres qui l'auraient gagné celle-là. Blague à part, bien entendu, là, mais ça démontre à quel point la série IMSA là, est très, très compétitive, même si parfois on se dit Ah, l'important c'est les courses sprint, là, comme l'IndyCar ou encore le NASCAR ou la F1. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant du côté de l'endurance, c'est justement de voir les différentes stratégies. À une certaine époque, c'était de voir comment les différents manufacturiers pouvaient faire en sorte qu'une voiture dure 24 heures. On se rappellera d'une certaine Mazda qui explosait après 2 heures, mais il a fait le tour le plus rapide au Mans. C'est bien beau faire le tour le plus rapide au Mans, mais il faut durer 24 heures au Mans, je vous rappelle, messieurs. Donc, aujourd'hui, c'est plus un problème. On va durer le temps qu'il faut, les voitures sont tellement rendues fiables que c'est plus un problème. Donc, ce qui reste, ce qui va faire une différence, c'est les stratégies d'air au puits et de ne pas tenter quelque chose comme Nissan a tenté de faire il y a quelques années, c'est-à-dire un concept totalement out of the blue qui marche en théorie, mais en pratique, point. Ben, Olivier, on peut voir ce que 21 ans a fait dans la technologie. Parce que si on se souvient à Le Mans en 1999, et non, je ne me trompe pas dans l'année cette fois-ci, regardez ce que Mercedes avait fait. Et où est-ce que sont Mercedes aujourd'hui? Ben, sont pas mal en haut, là, sont pas mal au sommet. Donc, certes, les années font de grandes différences. Et l'endurance, comme tu le mentionnes, côté technologique, ben, on fait le virage vers les différents types de motorisation hybride, vers les systèmes de récupération d'énergie. Donc, il y a beaucoup de développement technologique qui vient également du côté des prototypes, qui est très intéressant. Des technologies qui vont, à mes yeux, servir dans les véhicules routiers dans les 10-15 prochaines années, certainement. Donc, il y a du positif derrière ça. Et c'est bien de voir que du côté nord-américain, ben, on a aussi un beau développement et une belle palette de pilotes qui participent également. Moi, je suis désolé d'en revenir à Scott Dixon. Je voulais y revenir aussi. Ah, Vas-y. bon, ben d'accord. Ah, ben Scott parlez, Dixon. discutez, messieurs. Scott Dixon, 5 championnats d'IndyCar ou c'est ça, 5 Le championnats sixième s'en d'IndyCar. vient. Le sixième s'en vient parce qu'il a gagné à Texas, il a gagné à Indianapolis, il a gagné à Road America, il a gagné à Saint-Louis également. Il a terminé deuxième au Indy 500. Terminé deuxième aussi en Iowa. Juste ça. Fait que tu sais, rendu là, le sixième est quasiment dans le molde, dans le courrier, puis être prêt à être reçu là, en Écosse. Donc, Scott Dixon là, qui En s'en trouve Nouvelle-Zélande, tu facilement. veux Là, dire. en Nouvelle-Zélande, désolé, je me Oui. suis mélangé avec Dario Franchitti. Sincèrement, je suis désolé. Mais donc, c'est ça, Scott Dixon là, qui est en voie de remporter un sixième championnat en IndyCar. Moi, honnêtement, c'est impressionnant parce qu'on se rappellera qu'il y a eu une certaine période où on disait qu'Helio Castroneves était dominant dans cette Oui. série-là. Il y a eu également, je ne sais pas si on peut le mettre, mais avant qu'il se blesse malheureusement dans un accident un peu triste à Houston, Dario Franchitti est en train de vraiment connaître son apogée en IndyCar. Donc, à ce point de vue-là, je pense pas que j'oublie un nom. Dixon, Franchitti, Castroneves. Canan a été beaucoup plus en retrait dans les 10 dernières années. Fait que ça fait grosso modo autour là, des pilotes là, qui ont vraiment été, qui ont connu quand même une bonne domination en IndyCar. En fait, pour terminer, je vais juste mentionner ce qui est vraiment exceptionnel là, dans le cas de Scott Dixon, c'est oui, c'est 5 championnats. On s'entend. Son sixième qui s'en vient. Il a terminé co-champion à 2 reprises et il a terminé troisième à 5 reprises. Ça veut dire que pendant plus de la moitié de sa carrière,
Il a fini le championnat dans le top 3. Sur 20 saisons, là, faites le calcul là, rapidement, là, 5 plus 5, ben 5 plus 6, ça veut dire 13 saisons sur 20 dans laquelle il s'est retrouvé 3e ou mieux dans le classement des pilotes. Et juste pour préciser encore plus, en 2015, il avait gagné le championnat des pilotes alors qu'il était à égalité avec Juan Pablo Montoya. Puis ça a été décidé sur le bris d'égalité. Exactement. Puis là, on parle pas d'un pilote qui va conduire une voiture en Formule 1 dont l'écurie, on sait qu'elle va terminer premier ou deuxième à la fin de la course. Évidemment, je ne suis pas en train de blaguer du fait que Mercedes remporte toutes les courses depuis 6 ans. Mais c'est de la mauvaise foi, mais t'as raison. C'est de la mauvaise foi. Oui, c'est sûr que les écuries comme Chip Ganassi, les écuries comme Penske ont un avantage. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le pilotage, il est pour beaucoup plus en IndyCar qu'en Formule 1. Puis c'est là qu'on voit des pilotes comme Scott Dixon qui se démarquent énormément. En IndyCar, c'est un avantage beaucoup plus au niveau de l'ingénierie qu'on met dans la voiture, plus qu'autre chose. Là, c'est plus intégrer Eric à ce niveau-là. Mais on est plus capable d'aller chercher des meilleurs réglages, meilleure compréhension de la voiture, je crois, versus une écurie plus d'entrée de gamme. Là. Et je vais aussi dire que la comparaison entre Le Mans et le petit Le Mans, Road Atlanta, c'est 2 mondes. Là. C'est littéralement 2 tracés complètement différents. Alors que Le Mans, on a pied au plancher environ 80% du tour, des virages extrêmement rapides, avec beaucoup d'appui aérodynamique. Donc, on va vouloir le moins de traînée possible, mais le plus d'appui possible dans les voitures. Alors que du côté de Petit Le Mans, Road Atlanta, c'est un tracé de suspension. C'est un tracé de châssis. Avec les changements d'élévation, des virages à 90 degrés au haut de la colline, très serré, la chicane au bas de la colline, très serré avec un freinage appuyé en descente. Donc, c'est littéralement un tracé qui est beaucoup plus propice aux configurations qu'à l'ingénierie même, l'aérodynamique des voitures, qui a quand même son jeu. Il ne faut pas oublier non plus que l'aérodynamique, c'est 90% des temps autour dans la grande majorité là, des types de voitures, principalement les prototypes et les monoplaces. Donc, il y a un monde de différence entre les deux, mais définitivement, Olivier, du côté des IndyCar, ça se joue aussi là, sur les réglages, comme tu le mentionnais. Puis pour terminer avec Road Atlanta, on va s'entendre, messieurs, si vous voulez être rapide, vous n'avez pas le choix d'être agressif sur du beurre, sinon vous ne serez pas capable de faire un temps rapide. Et voilà. Donc, la voiture pour le faire. Voilà, ça veut dire, idéalement sur iRacing, prenez pas une Audi. C'est ce qu'on a à dire à ce niveau-là. Donc voilà, c'est complètement pas mal le côté Petit Le Mans pour cette édition de la balado. Maintenant, Formule 1, messieurs. Par où est-ce qu'on commence? On est-tu en nombre jusqu'à 3h du matin? Faudrait s'en tenir un petit peu jusqu'à 2h30 parce qu'il y a quand même la Racing Challenge après. Là. Mais, les bars ferment à 11h, messieurs. Fait que... c'est vrai, vous êtes en zone rouge, vous autres. C'est ça, donc nous, les bars sont fermés. Non, je suis pas zone rouge, moi. C'est vrai. Bon, ben dans ce cas-là, on va vous exclure, messieurs, de la discussion. On va rester entre personnes de zone rouge. Donc, Eric... non, c'est pas vrai. Je blague. Non, en fait, tant qu'à parler de zone rouge, zone rouge, pardon, j'ai un peu zozoté, je m'en excuse. On va commencer par Lance Stroll, qui est donc avoué aujourd'hui qu'il était positif à la COVID-19 lors de la dernière épreuve du Grand Prix de l'Eiffel. Eh bien, papa et petit fiston font des petites cachotteries. C'était pas une cachotterie en fait, ce que j'ai pu comprendre. Il avait été testé, pour la petite histoire, il était testé négatif lorsqu'il avait eu, en entrant dans les paddocks. Par contre, a développé des maux de ventre, des inconforts et tout ça, qui sont, je dis ça comme ça, c'est des symptômes potentiels de la COVID. Je le dis comme ça. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on a pensé, c'était la COVID et tout ça. Et l'avantage, c'est qu'au moins, on avait un certain Nico Hülkenberg qui était pas très loin, dans le même pays. Il vient de l'Allemagne, donc ça donne juste bien. Il est à Cologne. Exactement. À Cologne. Donc, on est pas dans le même pays, dans la même région du pays. Il prenait un petit café. Il a reçu un appel tant convoité. Viens nous rejoindre. Tu ne qualifieras pas sur partir du derrière du peloton, mais tu vas pas faire une belle remontée. Et finir 8e. C'est vraiment Hülkenberg, fin de semaine, enfin, un dimanche parfait. On en a déjà parlé, effectivement, ça a été une fin de semaine parfait, mais moi, le problème que j'ai, messieurs, lorsque Perez avait eu son test de COVID-19, Seigneur, que Racing Point n'avait pas hésité pour dégainer et tirer sur le lanceur. Là, c'est drôle.
on a écho 2 jours avant le début des essais libres au Portugal, alors qu'il a été testé positif il y a 10 jours. Je trouve ça ordinaire. Il y a une différence par contre à ce niveau-là, c'est que là on avait 2 Grands Prix qui sont successivement à la même place. Donc Perez était retourné, on l'avait juste renvoyé pour les 2 semaines, puis entre 2 semaines comme ça, c'est sûr que la personne n'est pas guérie. Là. Oubliez ça, elle n'est pas guérie. Là, si exemple était, samedi il devient positif, là, il s'en va, il est parti du paddock le samedi. Ça, c'est connu. Le seul problème que j'ai, par contre, c'est peut-être qu'il a infecté d'autres personnes par rapport quand il est parti en avion, mais c'était un jet privé, supposément, donc. So. Après ça, par contre, il y a un 2 semaines complet, donc on est dans la limite. Oui, je trouve que Racing Point joue un peu avec la limite à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi, Luc, de ce côté-là. Mais je peux comprendre le point, par contre, qu'on amène du côté de Racing Point en disant non, il peut revenir. Il y a eu un test négatif. Je pense qu'il y a eu les 2 tests négatifs qui sont demandés dans ce genre de situation-là. Donc, il pourra revenir ce dimanche dans ce cas-ci. Moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'on l'a su tard. T'sais. Normalement, on sait que la F1 était très stricte sur les réglementations cette année aussi pour dévoiler le tout. Puis là, qu'on l'apprenne 9 jours après qu'il ait passé le test, c'est là un petit peu où est-ce que j'ai de la misère. T'sais, ça démontre que la politique que la F1 a tenté d'instaurer au niveau hygiénique est peut-être pas efficace à 100%. Parce qu'on s'entend, là, 9 jours, hey, on chiale quand on n'a pas un test positif ici pendant 48 heures. Là, pendant 9 jours, tu n'as pas de nouvelles, tu sais pas, et tu l'apprends 9 jours plus tard qu'il a été testé positif. Moi, sérieux, j'ai de la misère avec ça, au niveau de la transparence de l'organisation. Voilà, niveau de transparence. Là, je suis d'accord. Par contre, au niveau des tests, la FIA a été très efficace là-dessus. Non, mais au niveau de la transparence, c'est là où est-ce que j'accroche. La transparence, on s'était dit au niveau de Liberty Media puis toute l'organisation de la F1, on s'en fait un point d'honneur. Le point d'honneur, il a pris le bord pas mal assez vite. C'est exactement ce qui me tracasse avec toute cette histoire-là, c'est que on voit le contraste entre les 2 situations. On a vu la situation de Perez, on a vu comment ça a été traité. Perez a été immédiatement, là, ça n'a pas pris 48 heures qu'on a su exactement c'était quoi la cause. Il a été sideline immédiatement et on savait que c'était pour 2 Grands Prix. Pas juste pour un, mais pour 2 Grands Prix. Et là, on apprend rétroactivement qu'il y a eu un cas positif. Et Lance Stroll est à son volant ce week-end. J'ai de la misère avec celle-là. Tu sais, quand papa tente de se débarrasser d'un contrat, ben ça donne ça. J'irai pas jusque-là, mais je comprends le point que tu vas emmener. Grossièrement, là, on voyait très bien que Sergio Perez était en renégociation de contrat. Et on le savait très bien, là, je pense que c'est un secret de polichinelle pour tout le monde. Là. On le savait déjà depuis 2019 que Lawrence Stroll, ce qu'il voulait, implicitement, c'était de se départir du contrat de Sergio Perez et au plus vite. Puis, tu sais, la signature, les rumeurs de Vettel avant même que Perez commence à avoir son test de COVID, c'était déjà assez flagrant aussi. Ouais. Tu sais, à ce niveau-là, il y a peut-être eu, justement, une partie d'échec de politique là, dans les 2 derniers mois. Je vais mentionner quelque chose parce que oui, sur ce point-là, tu as raison. Mais, tu sais, je veux dire, on a raison un peu de ne pas être content de la situation dans laquelle l'écurie met la F1, littéralement. Mais en parlant de situation où on rend quelqu'un mal à l'aise ou qu'on décide de s'acharner sur quelqu'un, je peux te dire que mon cabochon cette semaine, il a beau avoir été champion du monde en 97, là, mais Jacques Villeneuve, là, je suis désolé. Là, à un moment donné, là, faut que tu arrêtes de t'acharner sur un pilote québécois qui quand même fait sa marque malgré tout. On s'entend, c'est pas un 2 de pique, parce que des 2 de pique, il y en a eu en senti pas pire en Formule 1. Mais lui, c'est pas un 2 de pique. Puis malgré tout, malgré le fait qu'il a contracté la COVID-19, il a quand même trouvé le moyen d'y aller de petites pointes envers Lance Stroll. Puis il fait ça depuis qu'il est arrivé en Formule 1 en 2017. À un moment donné, là, en bon québécois, là, prends un break, là, puis passe à d'autres choses. Pour ceux qui se demandent de quoi Pierre-Luc parle, justement, pour la petite histoire, c'est que quand Lance Stroll, justement, a annoncé ou plutôt quand l'écurie Racing Point a annoncé que Lance Stroll ne ferait pas la course, la qualification et la course la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, je m'excuse, Jacques Villeneuve est allé dire un petit commentaire comme de quoi, moi avec un mal de ventre, j'aurais été coursé pareil, y a pas de problème.
Là, on apprend que c'est la COVID-19. Vous comprenez un peu le malaise? Un gros malaise, là. Ouais. Moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec ce genre de commentaires-là. J'imagine même pas Lance Stroll, l'écurie, même les médias derrière Jacques Villeneuve, là, qui ont pris ça en charge. Moi, j'aurais trouvé ça énormément malaisant. Puis, là, il faut qu'il se calme, là. Là, à un moment donné, il faut qu'il passe à autre chose. Il y a 19 autres pilotes sur la grille de départ, là. Il peut s'acharner sur n'importe qui. Il pourrait s'acharner sur Mercedes, là. T'sais? Ouais, Mais il le fait pas. il l'a déjà fait par rapport aux jeunes pilotes qui arrivent en F1, que peu importe c'était qui sont souvent insouciants. Il s'est déjà amusé à jouer à le jeu de marmotte là, avec les 4 trous, il faut que tu essaies de tapocher avec le marteau qui est comme tout en styromousse. Là. Jacques Villeneuve s'est déjà essayé pas mal sur tout le monde. Fait que malheureusement, c'est toujours plus facile d'écœurer, pas d'écœurer, mais plutôt de lancer des petites pointes vers ceux qui sont plus près de nous, indirectement, au niveau de la nationalité. Mais est-ce que c'est légitime? Non. De l'autre côté, Mais- Latifi, on l'a Non, pas entendu vraiment se pas. plaindre par rapport à Latifi, là. Ben non, hein. Non, c'est Mais ça, non. Mais c'est Il a drôle, dit ça comme c'est des propos qui viennent d'un pilote qui va Et champion du avoir monde, ça dit en passant. soit champion du monde, ok, ça on va lui laisser, ça c'est correct. Qui s'en va ramasser un pilote de même depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Mais lui, je pense que je pense pas qu'il y ait de morale à donner à personne avec tous ses choix de carrière qu'il a entrepris après son championnat du monde de 97. Je suis désolé, là. Si on veut parler d'acheter une écurie, il en est la plus grande preuve. Je veux dire, tu quittes une écurie Williams qui était relativement assez bonne placée. En plus, à ce qui paraît, ça n'a jamais été confirmé, mais McLaren avait peut-être un petit peu d'intérêt pour Villeneuve l'a confirmé lui-même, ça. Bon, alors, Clairement. McLaren, tu sais, tu as Dans le podcast d'Information. choix entre McLaren, puis racheter Tyrrell, puis partir une écurie. Oui. Je veux dire, si tu veux gagner les championnats du monde, le choix n'est pas facile pas difficile à faire à ce point de vue-là. Mais tu sais, d'un autre côté, je veux dire, à un moment donné, là, moi, des commentaires de Jacques, j'en prends et j'en laisse maintenant. Là. Je veux dire, Ben, bon, OK, il va dire son opinion, mais après ça, là. La réaction de Lance Stroll a littéralement, et je cite dans les médias, je l'écoute plus. Ah, vraiment? C'est une opinion qui me passe 50 pieds par-dessus la tête. Puis pour Lance, définitivement, pour les gens québécois qui disent encore que Lance est fils à papa, on en a une bonne quantité, là. On les nommera pas, mais bon. Je l'ai fait, mais pas parce qu'à cause du volant, là, on s'entend. Là. Non, mais on peut-tu se dire que c'est un pilote canadien qui a 2 podiums en 3 ans? C'est pas mal plus intéressant à dire. Oui. Pas mal plus que de dire oh, c'est fils à papa, petit. Arrêtez-moi ça. Tenez, fini. Voilà. Puis, en choix de carrière puis de relancement de carrière, Jacques Villeneuve n'a pas donné l'exemple non plus. T'sais. Il aurait pu décider d'aller en Champ Car en 2004 avec un beau pont d'or que Forsyth il donnait de 20-25 millions de dollars pour la saison. T'es sérieux? Oui. Ben oui, ça a été confirmé. Puis finalement, il a décidé de rester en Formule 1. Et regarde ce que ça a donné. 2 saisons de misère, puis on n'a plus. Ben, deux saisons et demie, là, avant qu'il se fasse remplacer par. Une chance que Gilles était respecté du peuple québécois, parce que sinon, je veux genre qu'il aurait eu le sticker de fils à papa pas mal ben, aussi. Hein? C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Je veux dire, il passe un peu par le même chemin. Ouais, mais attends. On s'entend que Jacques a quand même gagné l'Indy 5 ans, puis en plus, il est allé remporter le championnat d'IndyCar. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis totalement d'accord, mais je veux dire. Je discrédite pas les résultats puis les acquis d'un Jacques Villeneuve. Je fais juste dire l'opinion publique face à Lance Stroll est largement. Écoute, il subit le traitement Eugénie Bouchard, il subit le traitement des athlètes québécois typiques, qu'on n'est pas capable de voir qu'est-ce qu'ils font de bon, on est juste capable d'en être jaloux. Et bon, est-ce qu'on passera une heure sur ce sujet-là? Non, mais faut pas t'oublier temps que les opinions changent. Faut pas t'oublier aussi que Jacques a essayé longtemps durant sa carrière dans les années 90 de se départir justement de l'étiquette de fils à papa en essayant le moins possible de faire référence à son père Gilles. Puis lui-même aussi, il dit dans le documentaire, notamment de la série 25 ans d'émotion de RDS, il mentionnait que je voulais qu'on arrête de m'étiqueter comme le fils à papa. Puis c'est drôle parce que je dis ce point-là, mais ça me fait réaliser, si tu voulais qu'on te distingue de cette étiquette-là, pourquoi tu es en train d'accuser un autre qui a un bon talent, est-ce que je voudrais qu'il en fasse plus? La réponse, c'est oui. Mais pourquoi tu es en train
d'étiqueter quelqu'un de fils à papa quand toi-même tu tentais de défaire de cette étiquette-là quand tu étais en F1. C'est ça qui est ridicule avec Il y a deux choses je veux qu'on complète là-dessus, sur ce point précis-là. Premièrement, Jacques, plus qu'on le voit aller, plus qu'on se rend compte que c'est le fils à son père. Honnêtement, les deux ont le même tempérament, les deux agissent de la même façon, les deux ont les mêmes opinions tranchées par rapport à les opinions de l'époque. Les deux, en fait, le père voulait partir de sa propre écurie, le fils l'a juste complété ce que le père voulait faire initialement. Il y a ça, premièrement. Deuxième chose également, et là je veux juste faire compléter par rapport à... On a beaucoup parlé justement du début de Villeneuve en Formule 1. Ça, c'est une petite anecdote intéressante. La raison principale pourquoi Adrian Newey est parti de chez Williams à la fin 96, début 97, c'est parce que Williams a embauché Villeneuve fin 95, début 96. Première chose, il était en désaccord, fallait que il avait fait un contrat avec Frank Williams et Patrick Head comme de quoi il fallait que les deux le consultent lorsqu'ils prennent une décision importante. Il n'a pas été consulté là-dessus, donc il est parti. Par contre, ironiquement, 3 ans plus tard, c'est lui qui va demander à Jacques Villeneuve s'il veut rejoindre McLaren. Donc, c'est quand même, on a fait du chemin du côté d'Adrian Newey, on a compris des choses, on a vu justement que c'était intéressant. Donc, c'est quand même, je trouve, ça mène à peu près nulle part, là. Il n'y a pas de punch, comme on dit. Ouais, c'est ça, il n'y a pas Mais- de punch. Non, mais je vais finir Ça juste avec reste quelque chose quand même assez intéressant côté anecdote, là. Je vais vraiment juste terminer avec de quoi que on m'a souvent dit quand j'étais jeune. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Ouais, Merci. effectivement. Ça conclut très petite, bien. Quelle belle Ouais. parenthèse de morale pour terminer ce... exactement. Bon, Peut-être sujet faire ça. prochain d'F1. Ouais, on continue en Formule 1, ça c'est sûr et certain. Nouveau chez Toro Rosso, nouveau potentiel chez Red Bull et le reste du plateau qui change. On commence par quoi? Tsunoda. On commence par Tsunoda. Ah ouais, let's go. Let's go. Pierre-Luc, là-dessus, je pense que c'est toi qui as trouvé le plus d'informations à ce sujet-là. En fait, ça m'est sauté dans la face aujourd'hui, cette information-là. On savait que du côté du propriétaire, du moins du directeur propriétaire de Red Bull, Helmut Marko, que Tsunoda était son pilote favori et il voulait l'avoir dans l'alignement. Ben, après Verstappen, on s'entend, là. Il voulait l'avoir dans l'alignement Red Bull. Ce petit X, c'est que pour l'instant, il lui manque encore quelques points pour aller chercher sa super licence, mais du coup, quand ça sera fait, c'est officiel, il a un baquet chez Red Bull. Maintenant, ça risque d'être chez AlphaTauri, bien sûr. Maintenant, on s'entend que le poste à Gasly n'est pas sur la sellette, à moins qu'il se trouve de la job ailleurs. C'est pas mal sûr qu'il va rester dans l'environnement Red Bull. Donc, la personne qu'on va devoir sortir, malheureusement, c'est Daniel Kvyat. On s'entend, là, c'est 98% sûr que ça va être lui qui va Kvyat, je pense chaise que implicable. c'est pratiquement confirmé qu'il revient pas de toute façon la saison prochaine. Ouais. Donc, tu sais, ça date de quoi? 2016, si je me trompe pas, 2017, qui a été de retour chez... non, excuse-moi, 2016, qui était de retour chez AlphaTauri, qui était Toro Rosso dans ce temps-là, après les frasques Mr. de Torpedo. On va le nommer comme ça. Donc, il n'a jamais été capable de se relever de ça. Tous les pilotes qui ont passé par la suite. Il y a un incident à Suzuka qui aura mené à sa perte temporaire chez Red Bull. Ouais, la perte de la voiture aussi, ça a coûté quelques centaines de milliers de dollars. Mais, ouais, puis... moi, sérieusement, c'est un vent de jeunesse. Et vous le savez, là, les boys, moi, personnellement, j'en ai parlé souvent que je disais que, bon, la brigade de Red Bull est vide. Il n'y a pas de pilote qui semblait vouloir se démarquer. Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui se démarque. Puis je pense que Red Bull vont sauter sur l'occasion. La question par contre, est-ce qu'il se démarque vraiment par son talent ou plutôt il se démarque parce qu'il y a un certain motoriste qui s'appelle Honda qui veut le pilote japonais absolument avec l'équipe? La question se pose pour vrai. C'est vrai que il y a un peu de politique là-dedans, là. Il y a un petit peu peut-être un petit peu de politique Honda là-dedans. a toujours voulu pousser leur pilote. La seule exception, c'était avec McLaren parce que justement McLaren avait dit non catégorique quand ils ont négocié, quand ils ont voulu avoir Honda comme fournisseur de moteurs, en fait, comme manufacturier. Et depuis ce temps-là, ben là, ils essaient de repousser le pilote japonais parce que pour eux autres, c'est la fierté nationale. Un peu comme Renault avec les Français. C'est la fierté nationale qui embarque. On veut avoir des pilotes qui sont locaux. Et ça, faut le considérer aussi. Puis je pense que c'est pour ça qu'il va laisser pousser Tsunoda.
chez Red Bull ou chez AlphaTauri, au moins pour la prochaine saison. S'ils réussissent après ça, eh bien, s'ils récupèrent le moteur, tant mieux, ils vont avoir laissé une pierre deux coups. Sinon, ben, au moins, il y a un pied dans la porte de la Formule 1, il peut rester là, indépendamment de Honda. Le problème, c'est que je te dirais qu'il va commencer à avoir un petit peu de trafic, là. Au niveau des pilotes, je comprends que Tsunoda va être là l'an prochain. Du moins, ça devrait être confirmé éventuellement. Par contre, je regarde tout ce qui est disponible comme pilote, là, puis le choix il est difficile à faire. Est-ce qu'on va prioriser une recrue qui, oui, a un bon potentiel face à certains pilotes établis? J'ai des gros points d'interrogation sur l'avenir à long terme de Tsunoda. Comme je dis, oui, il y a le talent, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, quand on regarde les baquets que tout le monde tente de s'entre-déchirer, surtout avec le départ de Honda, disons que c'est plus difficile un peu à garantir un siège. Ben, ce que je remarque avec Tsunoda, c'est que du côté de Red Bull, on joue la carte de bon, regardez, on en a un qui s'en vient en dessous. Donc, si vous déniaisez pas, M. Albon, vous m'écoutez bien, va falloir que ça bouge parce que sinon, il y en a un autre en dessous qui s'en vient et qui va pousser. Donc, ça n'aura pas le choix. On le sait que Verstappen, bon, avec la situation Honda, reste à voir ce qui va arriver avec Max Verstappen. Il y a encore bien des spéculations qui peuvent se faire à ce sujet, mais définitivement, je pense que le message qu'on envoie du côté de Helmut Marko, c'est on a une piscine, là, un pool de. Je n'ai pas le terme français pour un groupe. Un pool, c'est un pool de pilotes. On a un pool de pilotes. On a un alignement assez garni et on en a d'autres qui cognent à la porte. Si vous ne faites pas le travail, on va vous y amener à cette belle petite porte-là. On ne se gêne pas de l'ouvrir et on va vous dire torpedo in, torpedo out. Oui. En fait, Albon, on ne sait même pas s'il va être là l'année prochaine. Ça, c'est une question qui est encore en suspens. Les rumeurs amènent peut-être un certain Hülkenberg du côté de chez Red Bull. Ça, les rumeurs s'intensifient de plus en plus, ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas le standard de Red Bull depuis une dizaine d'années. On s'entend aller chercher des pilotes à l'externe, mais je pense rendu là pour épauler un Verstappen, ça pourrait pas nécessairement être une mauvaise idée. L'autre rumeur intéressante que je vois depuis quelques jours. Ok, Mick Schumacher, c'est pratiquement officialisé chez on sait qu'il ira quand même prendre sa retraite. Non. Raikkonen reste avec Alfa Romeo. Raikkonen reste un an de plus. Raikkonen, c'est année par année, soit dit en passant. Oui, c'est du year to year. Du côté de chez Williams, Perez pourrait aller signer là. Et devinez qui partirait, selon la rumeur. George Russell. C'est Russell. Ce n'est pas Latifi, c'est Russell qui partirait. Donc, deux pilotes payants chez Williams. Non. Ouais, mais attends un peu. Sergio Perez à sa défense, là, moi je considère plus un pilote payant. Là, mais Williams. Non, dans le sens que Williams va aller le chercher parce que il amène de l'argent. Quand vous avez un fonds de capital d'action qui achète une écurie, ben surprenez-vous pas quel important qu'est-ce qui compte. Bénéfice net à la fin de l'année. Et voilà, on appelle ça du venture capitalism. Exactement. Donc écoute, moi, j'aurais de la misère à croire que George Russell s'en quitte Williams. Je veux dire, passer près plusieurs fois de terminer dans le top 10 avec une voiture qui est complètement indécente à conduire. Puis surtout, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce que Mercedes réserve pour 2022? Je pense que tout le monde en ce moment est en train de regarder Mercedes. C'est comme, ouais, mais c'est parce que là, tout le monde autour de la table, on est tous en train d'attendre après vous autres. Là. C'est parce qu'on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous faites. Là. Ben, c'est un peu comme l'année dernière. Je veux dire, ils ont parti le bal en confirmant que Bottas et Hamilton allaient rester. Puis là, et Verstappen, et là, ça a déboulé de tout ça. Ça va être un peu la même chose pour 2022, pour être bien franc. Là. Puis en plus du fait que, bon, avec toutes les rumeurs qui s'intensifient, ils vont-tu rester, ils vont-tu pas rester? Là, ils ont confirmé avec l'entente de Concorde qu'elle allait rester, mais tu sais, est-ce que l'entité Mercedes va être encore là? On ne sait rien de ça encore. On va arriver en 2022, puis c'est là que ça va brasser. L'année prochaine, 2021, c'est là que tout va se décider. Puis, 2021, excuse-moi. Ça va être intéressant à suivre au niveau de l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Là, également du côté de Haas, qui va piloter pour Haas l'année prochaine? Les deux pilotes ne sont pas encore confirmés. Ça sera pas Grosjean, ça sera pas Magnussen.
Il y a des chances qu'ils renouvellent les deux, c'est bien ça le Oh problème. non, s'il te plaît. Non, non, dis-moi non, pas ça. non. De ce que Oh, je lis, non, de ce que je non, lis, non. c'est. C'est le moins en moins possible, mais ça se peut. Non. Hey, s'il vous plaît. Hey, ça fait trois. Fait quoi? Fait 4 saisons? Fait 4 saisons, c'est Magnussen puis Grosjean, là. Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir peut-être commencer à comprendre quelque chose. Là. Là, t'aurais dit C'est qu'il faut qu'il passe de 4 saisons à nouveau, c'est bien ça? Hein? Non. Arrête. Moi, je suis en train de te dire. Eric, je suis en train de taper, mais je pense que ça fait 4 saisons que Magnussen et Grosjean sont ensemble. Écoutez, là, vous n'avez pas été capable de produire les résultats que vous escomptiez, surtout en 2016, où l'écurie était vraiment promise à de bons résultats. Bon, on se rappellera de l'Australie qui, pour une raison que j'ignore, à chaque fois qu'on perd une roue, ça scrape une saison chez Haas. Mais à l'exception de ça, je te dirais Ils ont que. perdu une coupe en Australie. Oui, et Romain Grosjean pourrait te le dire à plus d'une fois. Hein. Mais, tu sais, à un Mon moment Dieu. donné, là, moi, personnellement, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, c'est terminé. Ah, Écoute, Grosjean est là depuis une décennie presque. Je pense qu'il est arrivé en 2011 ou en 2012. À un moment donné, là, ton élastique, là, t'as bien beau l'étirer, mais même si tu veux la péter, elle pètera plus. Puis c'est plate, là. Magnussen, la même chose chez McLaren quand il est arrivé, on s'attendait de bonnes choses. Ça n'a jamais été capable, malheureusement, de produire les résultats escomptés. Moi, tant qu'à moi, là, Magnussen puis Grosjean, ciao, bye la visite, puis on s'en reparlera un autre party. Je vais dire, Luc, il y a un élastique qui brise. Dans mon cas, je pensais que celui d'Alonso allait être déjà brisé. Par contre, je ne vais jamais oser comparer Alonso Merci. à Haas, aux deux pilotes de Haas, soit Grosjean et Magnussen. Magnussen a eu sa chance, à mes yeux, chez McLaren. Il a eu, évidemment, le contre-coup du fait qu'il est tombé directement dans l'air de la rechute là, du côté de McLaren, alors que la première année là, des moteurs hybrides V6. GP2 Engine. Voilà. Donc, ça n'avait pas été le meilleur endroit pour aboutir. Et par la suite, ben, ce pilote-là, je m'excuse, ne m'a jamais prouvé en quoi il a son baquet, en quoi il mérite de rester là. Et comme je le mentionne, quand on regarde la Formule 2, quand on regarde ce qui se passe en dessous, ça cogne à la porte et les écuries sont de moins en moins gênées dès que les jeunes pilotes ont la super licence. On a vu Max Verstappen, il est rentré à quoi? 16, 17 ans en Formule 1. Mhm. Quand ils sont prêts et qu'ils ont la super licence, envoyez en haut, viens-t'en. On va t'aider. Moi, c'est Gunther Steiner. Je l'imagine dans son bureau actuellement. Il regarde ses dossiers. Il y a le dossier moteur Ferrari qui ne. Vous voyez le dossier, là, il ne bougera pas. Les mêmes 150 feuilles dans ce dossier vont être dans ce folio-là pour 2021. Aucun changement. Et là, tu as les deux folios de Romain Grosjean et de Magnussen qui ne bougeront pas de là non plus parce qu'il n'y en a pas d'autres à côté. Lui, il doit être comme oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je vais pas être pris pour les signer l'année prochaine. Lui, il doit se cogner à la tête partout actuellement. Là. Ben, il va faire un bon show sur Netflix, par exemple. Ah oui! Un bon show, puis il va rappeler au monde pourquoi il était chez Jaguar aussi, puis ça n'a pas marché. Ça, c'est une autre chose également. Par contre, une des explications pourquoi justement Renault, d'après moi, c'est allé signer Alonso, elle s'appelle Guan Yu Zhao. Et pourquoi je vous dis ça? Sa première victoire de la saison en Formule 2 cette année, ça a été la dernière course à Sochi. Il est 8e au classement général présentement en Formule 2. C'est le meilleur pilote que Renault a dans la filière. Sans dit long, là. Ils n'ont personne présentement dans la filière. Si je regarde chez Ferrari, justement, t'as Schumacher et Carlo Marlot. Premier et deuxième au classement. C'est correct. Tsunoda, il est troisième. OK. Et chez Ferrari, À sa première année. Tu as Charles Leclerc qui est littéralement les 10 prochaines années de cette écurie-là. Oui. Donc, je veux dire, de ce côté-là, mais Renault, ils ont personne d'autre. Présentement, il n'y avait pas le choix d'aller chercher un pilote comme ça pour au moins épauler un Esteban Ocon qui en a besoin. Je veux dire, cette année, présentement, il se fait faire carrément ce que Vettel s'est fait faire la première année que Ricardo était là. Il se fait dominer. Et plus que dominer, je veux pas utiliser les termes parce que malheureusement, il y a des règlements à suivre sur Facebook. Là. Je vais respecter vos oreilles chasses. Là. Mais sérieusement, là, je veux dire, malheureusement, Ocon cette année, il y a de la difficulté. Ricardo, on s'entend par contre, ce pilote devrait avoir un championnat du monde présentement. Donc c'est pas étonnant non plus. Là, il a le talent. J'ai longtemps défendu Esteban Ocon, là, mais là, j'ai plus trop d'arguments à le défendre.
Je pense qu'on le voyait souvent comme étant le pilote de chez Mercedes jusqu'à temps que George Russell pop dans le radar. Là. Pop. Oui, effectivement, pop. Quoique Luca Badoer risque de peut-être de se faire attraper par quelqu'un. Oh mon dieu! Je veux dire que Russell a pop sur le radar. Par contre, Russell avait gagné partout où il avait passé dans, Ouais, non, je sais, mais je veux dire, dans sa progression. hein. on s'attendait Ouais. pas à ce que Ocon, son année de sabbatique, fasse autant mal que ça. Moi, Je dirais que sa performance au Grand Prix du Brésil avant sa sabbatique vous a donné Ah oui, l'impression j'ai de ce que ce l'impression. pilote-là est capable de faire. Oui, effectivement. Donc, Ouais, c'est un fait. mais bon, ça suffit. Un Grand Prix cette fin de semaine, on va terminer Ouais. avec ça. Donc, les 7 prochains Grands Prix qui auront lieu à Portimao pour le restant du calendrier. Mhm. Ça, c'est un inside entre nos quatre. Là, À la toute fin de la diffusion la semaine dernière de la balado, j'avais fait un petit peu le tour d'honneur là, de ce tracé qui, à mes yeux, a bien du potentiel. Je pense qu'on va avoir un beau spectacle. C'est un tracé qui, définitivement, a ses points clés. Virage 1, 2 et 3, combinaison switchback traditionnelle, mais qui va nous laisser de place à de belles batailles. La seule zone de DRS est sur cette longue ligne de départ-arrivée qui est précédée par un long virage en appui qui est moins serré que le dernier virage à Barcelone. J'ai comparé les deux longueurs. On part d'une ligne droite qui est très similaire à celle de Barcelone. Donc, imaginez-vous les voitures qui vont rentrer sur cette ligne droite avec une vitesse maximale. On active le DRS. Ça risque de donner des très belles courses d'accélération qui vont rappeler la ligne droite à Shanghai en Chine, la ligne droite de Bahreïn, etc. Donc, on va avoir une belle zone de dépassement, virage 1, 2 et 3. Le reste du tracé, le deuxième secteur est très technique, rappelle un peu Hungaroring. Il y a beaucoup de changements d'élévation du côté de Portimao. C'est ce qu'on ne remarque pas sur la carte lorsqu'on regarde juste simplement le plan 2D du tracé. Lorsqu'on fait une vidéo à bord d'une voiture, on se rend compte, oh, ça monte et ça descend. Dans le deuxième secteur principalement, là, il y a beaucoup de vallons. Définitivement, ça devrait être très intéressant puisque les voitures n'auront pas plus de temps de pratique que les FP2, FP1, FP3. Pourquoi j'ai dit FP2 avant FP1? Mais ça va être très intéressant à voir comment que les écuries ils se seront préparés à ce nouveau tracé qui, j'espère, ça ne sera pas le cas du calendrier de l'année prochaine, mais j'espère qu'il fera son retour en Formule 1. Je pense qu'il a sa place. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va revenir la semaine prochaine. On risque d'avoir plus de détails là, sur le calendrier. Il y a un calendrier tentatif qui a été dévoilé, mais il y a trop d'incertitudes pour l'instant, donc on ne veut pas en discuter pour l'instant. Mais la semaine prochaine, on risque d'avoir plus de détails. Donc, on espère pouvoir en discuter donc, sur notre balado. Est-ce qu'au niveau de Pirelli, on a décidé d'y aller avec le milieu du spectre de gomme de pneus? Bonne question. Parce que c'est un nouveau circuit. C'est un circuit qui est, je pense, qui est relatif. Il est abrasif, mais pas trop. On est quand même en automne. On est en automne. Par contre, on est dans le sud du littéralement. Portugal, oui. On est littéralement collé sur la mer méditerranéenne. S'il fait encore assez chaud, on peut aller tremper une saucette en fin d'après-midi puis revenir le soir tout près du circuit. Là. Ça donne une idée. Là. Même, j'exagère pas en ce moment, le circuit est exactement à peu près une quinzaine de kilomètres de la mer. C'est pour dire à quel point on est relativement collé. Mais moi, je pense qu'il y a pas, il y a pas nécessairement de grands virages extrêmement rapides. Luc, je vais te voler ton habitude. Oui. Alors, à la météo ce week-end du côté de Portimao, 20 degrés Celsius maximum, minimum de 13. Et est-ce que je vois des précipitations pour ce dimanche? Ouh! Intéressant. Oh! Et Luc, prépare tes questions. Je suis allé aux sources et c'est les 3 gommes les plus dures qui seront utilisées cette fin de semaine. On va avoir le droit encore juste à un arrêt, ça me tape ses nerfs. Sauf s'il pleut. Ah oui, effectivement. Ouais! C'est bleu. Ça donne quelques drapeaux rouges aussi, ça pourrait être intéressant. 81% d'humidité, 50% de précipitation. Qu'est-ce que cette prédiction? Ça se peut qu'il pleuve. Une chance sur deux Ça qui se peut qu'il mouille. pleuve pas. Flip de coin. Merci, météorologue que je ne citerai pas juste parce que c'est la prédiction la plus ridicule que j'ai pu voir de ma vie. Bref, quoi qu'il en soit, ça risquait de promettre, mais encore une fois, avec le tracé, probablement avantage Mercedes. Ouais, bon, je regarde sur un. C'est pas une question de tracé. Je vais le citer celui-là. Site web de la BBC nous dit 30% de probabilité d'averse vers 18h dimanche. Ah, ok, finalement, on aura peut-être juste un ciel ennuagé avec des possibilités, mais en même temps, qui dit possibilité d'averse dit, comme on a pu le voir en Hongrie, une course d'incertitude.
3 lettres. D-A-S. Bon, ça Ça suffit. résume la saison de Mercedes. Ça suffit. Voilà, ça. donc j'allais dire pour conclure ça, donc les prévisions pour dimanche, 30% de probabilité d'averse, un seul nuageux et une victoire de Lewis Hamilton. C'est ce qui complète donc cette partie sur la Formule 1, messieurs. Sur une belle petite blague, une belle petite blague Prophète de malheur. Pourquoi on fait de malheur? Si on compte ça d'avance, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des chances que ça on arrive pas! constate. Il y a des chances que ça n'arrive pas! Donc, il faut mettre toutes les chances de notre côté! Et donc, messieurs, on va aller maintenant du côté de nos séries que l'on suit sur SFTV. Série NASCAR Cup, Autonome Joseph, Vallée Jonction. Messieurs, je vous laisse la parole. Ben, Eric, vas-y, Pierre-Luc, t'as pris l'air d'aller. Eric, on a eu toute une course la semaine dernière qui a très mal débuté, hein, avec le fameux le Big One qu'on a eu dès le premier tour au Kansas, Kansas virtuel. Mais quelle course on a eu du début à la fin, des 2 de large, des 3 de large par moment. Pendant un tour et demi, je pense, Eric, les 3 premiers se sont tenus un à côté de l'autre. C'était tout simplement spectaculaire. 85 tours cette épreuve. Ouais. Premier tour, drapeau jaune, pneu froid, virage numéro 3. Pauvre Bruno-Pierre Pinchot, le train arrière qui décroche, tente de faire le sauvetage miraculeux, s'envoie la voiture dans le muret et au moins 7 ou 8 voitures impliquées dans cet incident. On a eu ensuite 7 ou 8 tours de drapeau vert des plus spectaculaires. Tu l'as mentionné, les 3 meneurs, c'était Fred Moreau, Frédéric Ladouceur et Michael Lortie ou Jean-Raphaël Morin. Il y était 4 à se battre dans ce lot-là. Ouais. Excusez si je n'ai pas les 3 noms exacts de ce 3 de large qui a duré un tour et demi avant finalement de voir Ladouceur là, avoir un petit moment de survirage à la sortie du virage numéro 2, ce qui a concédé la position intérieure et donc on est revenu à 2 de large. Par la suite, ça a été l'hécatombe. Fred Moreau, en voulant fermer la ligne extérieure, ce n'était pas dégagé, malheureusement. Jean-Raphaël Morin y était. Et le contact a envoyé autant Morin et la 51 de la douceur dans le muret. Deuxième neutralisation. Et ce fut, messieurs, outre la neutralisation du segment, les 2 seules neutralisations de cette course. C'est la course qui a eu le moins de drapeaux jaunes de la saison. Une course d'endurance, de pneumatique. On a vu un très long relais sur drapeau vert. On a vu, évidemment, une très belle performance. Et c'est Michael Lortie qui s'en est tiré grand vainqueur. Il a balayé cette course. Plus de tours menés. Il a mené, évidemment, un tour, a gagné le segment et remporte l'épreuve. D'autant plus, bon, on a parlé du coup de théâtre là, de la soirée là, qui était l'incident avec Fred Moreau puis Jean-Raphaël Morin et la douceur. Mais le plus gros coup de théâtre de la soirée, tu te rappelleras, Eric, la semaine passée, on s'était parlé pendant les entrevues d'après-course, puis Michael Lortie l'avait dit lui-même que 65 points au classement, ça allait être dur, ardu à remonter. Coup de théâtre, il passe du 33e au 24e rang au classement général et il baisse le nombre de points qu'il a besoin, en fait, pour faire la chase, pour faire les séries éliminatoires, de 65 à 28 points. Il a passé de pratiquement impossible de faire la chase à wow, je suis à 3 courses de la fin, puis mes chances sont excellentes. Il y en avait 4, 65 points. La moyenne vous dit on faut gagner une quinzaine de points par course, on devrait être en mesure d'y atteindre. On vient d'en faire disparaître 40 dans un seul coup, avec une performance splendide, mur à mur, littéralement une domination de sa part. Il a su profiter évidemment de l'incident au début de l'épreuve pour s'installer en tête. Il ne l'a pas eu facile. Il a eu François Benoît dans la 711 qui lui a respiré dans la nuque là, tout au long de la soirée. Et on a passé très près à la toute fin là, de se faire coiffer. Mais chapeau, une très belle performance. Et ça vient réanimer un peu là, la course aux séries éliminatoires avec un Michael Lortie qui, certes, va vouloir se tailler une place. Ça veut dire qu'il y en a un en ce moment dans le top 16 qui va devoir trimer un petit peu plus dur s'il veut garder sa place. Avec 3 épreuves à faire en saison régulière, Dover, Iowa et que d'autres que Talladega. Une course commanditée d'ailleurs, Warrior et le concessionnaire Drouin qui vont mettre des très belles bourses en jeu pour cette 10e et dernière épreuve de la saison régulière qui aura lieu dans 3 semaines. Mais pour ce vendredi, c'est du côté du Dover International Speedway, tracé de 1 000 en béton, en ciment. Donc, littéralement, un tracé d'une surface complètement différente, très haute inclinaison, très haute vitesse et un tracé, Pierre-Luc, qui ne pardonne pas. Absolument pas.
as mentionné tout ce qu'on pouvait mettre dans le melting pot pour faire une explosion d'accidents d'autant plus spectaculaires. Et il y a des pratiques qui se font, à l'heure où on se parle, il y a des pratiques là, qui se font là, en prévision de la course en fin de semaine, de la course de vendredi. Oui, effectivement, c'est une piste qui est relativement difficile à dompter, si je peux employer cette expression, versus tous les circuits sur lesquels on a roulé à venir jusqu'à date. Donc, on espère évidemment d'avoir une très bonne course, pas avoir le fiasco, on va dire un fiasco là, pour ce qui s'est passé à Pocono. On espère justement se servir de ce qui s'est passé à Pocono pour ne pas répéter les mêmes erreurs à Dover. Et j'ai aimé la réaction des pilotes, Pierre-Luc, puisque depuis le début de la saison, on voit des courses qui ont beaucoup de neutralisation. Donc, les pilotes, ultimement, et les équipes, lorsqu'ils préparent les voitures, se disent, bon, on n'a pas le choix de prendre une voiture qui est un peu plus faite pour les relais courts, puisque c'est tout ce qu'on... Là, on vient d'avoir 2 longs segments sur drapeau vert. La dynamique du côté de Dover, c'est on ne peut pas nécessairement espérer d'être rapide sur un court relais parce que si le relais long se produit et qu'on a une voiture qui est faite pour durer 10-15 tours, on va trouver le temps long à Dover et ça ne sera pas facile de survivre. Donc, définitivement, ce changement de mentalité-là vient amener un aspect stratégique qui est très intéressant pour la fin de la saison régulière du côté de la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction. C'est vendredi soir, 20h40 sur les ondes de CFTV que ça va se poursuivre. Soyez-y. Voilà, donc là, le rendez-vous est envoyé pour les amateurs de stock car et d'Oval. De notre côté, Luc, la semaine dernière, on était du côté de la série EGT4 qui faisait la première course d'endurance de la saison, course de 2 heures au circuit de Barcelone. Et on va l'avouer, on est rentré là un peu appréhensif en disant sur 2 heures, est-ce qu'on va vraiment avoir du temps, est-ce qu'on va meubler le temps? D'habitude, on se dit, à partir de la première demi-heure jusqu'à la dernière demi-heure de l'épreuve, l'heure qui se passe là, il se passe pas grand-chose. Je n'ai jamais rien dit de plus faux que ça. Il s'est passé de l'action pendant 2 heures. Les 2 heures de la course, c'était formidable. Ça a été formidable. Bon. On va commencer avec la plus grande catégorie dans la catégorie... Non, on va commencer amateur puis on garde le meilleur pour la fin. Oui. Dans la catégorie amateur, j'ai pas le choix de dire que Bellavance a vraiment mené une course presque sans reproche. A été vraiment dominant. Barrett était vraiment dans ses pattes. Par contre, Bellavance a complètement échappé la victoire dans les 5 dernières minutes. A vu son écart littéralement fondre, de passer de 5 secondes à 1 seconde et demie. Et dans le dernier tour, Barrett a littéralement venu voler la victoire. Bellavance qui est parti à la faute au virage numéro 4. À Barcelone. Ça a donné la victoire dans la classe amateur à Barrett. Donc, pour cette classe-là, ça s'est joué à la dernière minute, littéralement. En classe argent, je pense que tu es d'accord avec moi, ça a peut-être été... Il y a eu des incidents avec Noé Deschênes jusqu'à un certain point, puis ça a ouvert la porte, littéralement, à Pierre Girard de venir remporter la victoire dans cette endurance-là. Donc, ça lui donne 50 points dans le classement au niveau argent. Il y a eu des abandons notables. Là, je pense notamment à Mike Lacoste, malheureusement, qui est incapable, lui qui a déjà remporté Misano cette saison dans sa catégorie, qui était incapable de compléter l'épreuve. Il y a d'autres pilotes également qui n'ont pas été complétés. De la part de Kwame, au niveau des professionnels, ça a été beaucoup plus difficile, Olivier. A été obligé de rentrer au puits plus d'une fois. Donc, pour Kwame, ça a été un petit peu dommage. Il avait le potentiel de terminer parmi les 10 meilleurs pilotes au cours de l'épreuve. Malheureusement, des malchances sont venus ruiner quelque peu ses résultats. Par contre, je pense que tu es d'accord avec moi, dans la classe professionnelle, là, autant qu'à la tête que dans le top 5, on a eu le droit du suspense jusqu'à la toute fin. Le suspense, en fait, il y a plusieurs points au lieu du suspense, tout à fait. Commençons par Sylvain Ferrat, où on se demandait, est-ce qu'il va réussir à rallier l'arrivée sans faire d'arrêt au puits sur un 2 heures? Est-ce qu'on se rend compte que non, finalement, il a dû arrêter avec 20 minutes à faire? Exactement. Il a quand même fait 1h30, 1h35 sans arrêter. Là. C'est énorme. Énorme, ça consiste même pas, c'est même pas suffisant pour expliquer tout. Ça, réussir à azurer un réservoir d'essence sur un aussi long relais, il fallait le faire. Malheureusement, on le voyait à la fin, il pouvait rattraper Ludovic Daou, mais ce long relais-là lui a coûté extrêmement cher. Donc, fini 3e, malgré qu'il a mené une bonne partie de l'épreuve. Évidemment, Jonathan Boivin qui remporte. Par contre, à la fin, position 4, 5, 6, 7.
Oh Les- mon Dieu! Les 4 positions-là ont littéralement donné droit à un spectacle de feu. Lafrenière, Landry, Bélanger et Cloutier. Bélanger et Cloutier. Écoutez, Wow. les 4 se sont battus comme des fauves. Et moi, j'ai pas le choix de dire, Lafrenière était vraiment mon pilote du jour. Bon, on connaît sa condition. Mais il se retrouve 6e. Il était 4e avant la séquence d'arrêt au puits. Il se retrouve à sortir 6e. Doit remonter. Il réussit à avoir son dépassement sur Tommy Landry. Mais surtout, quel travail il a fait sur David Bélanger pour avoir raison de Bélanger dans les 7 dernières minutes de l'épreuve. Écoutez, c'est pas compliqué, les deux ont été côte à côte pendant plus d'un demi-tour à Barcelone. Hey, essayez d'être 2 de large sur la moitié d'un tour à Barcelone. Chapeau, messieurs. Surtout en Formule GT, c'est extrêmement compliqué à le faire. Et David Bélanger, malheureusement, a perdu le top 5 dans le dernier tour. C'était vraiment toute beauté. Toute beauté. Et quand on dit qu'un pilote doit travailler son dépassement, un bon pilote va réussir à le travailler pendant plusieurs tours pour justement réussir à les compléter, à aller chercher la victoire, ou plutôt aller chercher une position plus intéressante. Bien, Lafrenière l'a prouvé de cette façon-là. On va chercher avec cette 4e position-là 24 points extrêmement précieux au classement. Et ces 24 points-là, présentement, c'est ça du côté de Lafrenière. Oui, on réussit quand même à revenir 4e au classement général devant Bélanger et Byers, là, qui est 6e avec 30 points. Par contre, c'est sûr que le championnat présentement s'est resserré un peu au niveau de la 2e position si je regarde au général, parce que Daou a fini en avant de Ferra, donc on est rendu à 2 petits points derrière Ferra au classement général au 3e rang. Poivin avec 112 points évidemment. On n'est pas surpris, mais tout de même une belle course de son côté également, encore une fois, à démontrer pourquoi il est en tête. Il le mérite et on le respecte. Boivin, à moi d'une grosse surprise, s'il termine top 3 à Brands Hatch et à Hungaroring, je pense qu'un résultat hors du top 5 le donnerait quand même la victoire, là. Autant un top 5 à Laguna Seca ou la course d'endurance sur le Nürburgring. Oui, en effet, si je regarde l'écart présentement, là, donc on parle de 41 points d'écart déjà entre la première et la 2e position, donc vraiment un écart déjà considérable. C'est sûr qu'il reste encore une autre course à 50 points, là, tu viens de le mentionner, donc la dernière épreuve de la saison qui va se dérouler du côté du Nürburgring. Mais sinon, c'est 50 plus 75 là, qu'il faut considérer sur le nombre de points maximum qu'on peut aller chercher, donc c'est-à-dire 125 points. Oui, je sais compter, messieurs. Donc, voilà, c'est là qu'il faut considérer également. Et pour l'instant, je pense que Boivin, avec sa position, va réussir à avoir une bonne chance d'aller chercher ce classement-là. Par contre, un qui va être content de sa performance, c'est Pierre Girard qui s'inscrit au pointage du côté des Silver pour la première fois cette saison. Et c'est un 50 points. Tu l'as mentionné il y a quelques instants. Ouais, donc, Girard là, qui a fait un bon travail et ça lui rapporte 3e au classement général. Au classement Silver, pardon. Exactement. Donc, les courses d'endurance, là, si on est très patient et qu'on réussit à bien jouer nos pions, ça peut vraiment être avantageux, là, ces courses de 2 heures. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est en circuit routier. Ça sera cette fin de semaine. On s'en va à Autopolis dans le cadre du GTCQ. Ça sera la 4e manche du championnat. Donc, on va arriver à la mi-saison également au sein de la plateforme de Sony. Ça sera intéressant de voir est-ce que Mikey Mike peut poursuivre sa domination. Et si oui, ça sera une côte très, très dure à remonter pour la majorité des pilotes. Oui, par contre, derrière, ne pas oublier qu'il y reste toujours de très bons pilotes là, qui sont joués à la série tout récemment. Bon, c'est sûr qu'on a Nian Tisto qui était 2e là, avant de devoir s'absenter au cours de l'épreuve de la semaine dernière qui était à Dragon Trail. Mais ensuite, là, il y a Dave et il y a surtout le nouveau qui va être à surveiller, Samio. S'il va être en mesure de peut-être soutirer une victoire en Mike et Mike, qui sait. Ah, on est passé proche il y a 2 semaines. Ouais. Donc, je dirais c'est mon coup de cœur de la dernière épreuve. Ça, je vais vous l'avouer honnêtement. J'ai hâte de voir justement s'il peut répéter ce qu'il avait fait là, il y a 2 semaines du côté du Dragon Trail Literal. Si du côté d'Autopolis, on peut faire aussi bien, eh bien,
ce sera mission accomplie de son côté. Et si tu disais prochain rendez-vous du côté du routier, eh bien c'est prochain rendez-vous pour les vendredis. Parce que notre prochain rendez-vous, pour ceux qui nous regardent en direct, c'est dans quelques instants du côté du iRacing Challenge. Donc la 4e ronde de la saison qui va se dérouler en direct de Barcelone. Donc 2 fois Barcelone cette semaine du côté de TCF-TV. On apprécie beaucoup ce tracé, comme vous pouvez le constater. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci beaucoup à la maison également de nous avoir regardé et écouté. Si vous avez apprécié, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aimer, à partager évidemment la VOD qui va être disponible donc sur notre page Facebook, également sur YouTube dans les prochaines heures en 1080p 60 également. Même chose pour iRacing Challenge. Et si vous voulez regarder justement cette course de Formule 3 sur iRacing Challenge, restez avec nous dans quelques instants, on vous la diffuse. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!